Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va revenir sur Batman Silence. Je vous ai déjà parlé dans une critique dans ma vidéo précédente sur Batman Silence le comics, mais j'ai également vu le film d'animation du même nom et il y a pas mal de choses à dire puisque c'est un produit totalement différent. Alors ce sera une vidéo pour le coup avec tous les spoilers possibles, donc je vous invite à arrêter la vidéo si vous n'avez pas vu le film et je vous encourage à le voir avant de revenir pour en parler, puisqu'on va voir toutes les différences et pour le faire je vais devoir parler à la fois de l'intrigue du comics et de l'intrigue du film d'animation. Alors pour replacer dans ce contexte, déjà il faut savoir que les films d'animation d'ici se placent pour la plupart d'entre eux dans une timeline qui est la timeline de New 52 ou des New 52 en français. C'est une timeline particulière dans laquelle les événements sont différents d'autres événements un peu plus anciens en termes de comics. Ça va porter tout un tas de différences dans ce récit qu'est Batman Silence dans la version animée. Et je vous ai fait toute une petite liste qu'on va reprendre pour voir un petit peu les différences qui ont été faites et surtout qu'est-ce que j'en pense au final de ce film d'animation. Est-ce qu'il est aussi bien que ce comics légendaire? Est-ce qu'il est moins bien? Ou est-ce qu'il est encore meilleur? Ce qui semble un peu difficile à faire, mais on verra que c'est peut-être le cas. Alors, tout d'abord, puisqu'on est dans la timeline New 52, j'ai pas mal de différences que j'ai notées. Notamment déjà la présence, l'absence plutôt d'Oracle. Oracle, c'est ce personnage interprété par Barbara Gordon suite à The Killing Joke. Dans The Killing Joke, il va lui arriver un drame qui va faire qu'elle ne pourra plus utiliser ses jambes, qu'elle ne pourra plus être Batgirl à cause du Joker, et ça va l'amener à prendre le rôle d'Oracle. Vu que nous sommes dans la timeline New 52, cet événement n'est jamais arrivé, The Killing Joke n'existe pas dans cette continuité, et par conséquent, Batgirl est présente. Cela va donc avoir une incidence sur un autre personnage, un personnage que l'on connaît beaucoup moins, que l'on n'a pas l'habitude de voir dans les films d'animation justement, c'est le personnage d'Huntress. Le personnage d'Huntress que j'aime beaucoup et qu'on voit pas souvent finalement à la fois dans les comics, elle se fait un peu rare, et encore moins dans les films d'animation où on ne l'a jamais vu, je pense, à ce jour. Donc le personnage d'Huntress est ici mis au placard pour laisser le champ libre à Batgirl qui va reprendre son rôle. C'est exactement quasiment le même rôle puisqu'on verra qu'il y a une autre partie du rôle d'Huntress qui arrive plus tard dans le récit, qui sera volée par Nightwing cette fois. Donc la pauvre va vraiment se faire voler la vedette alors qu'elle était très importante quand même, en tout cas une certaine part, dans le récit original du comics. Donc ça c'est la première grande différence, la présence de Batgirl, à petite dose certes, mais elle est présente, et Nightwing qui va voler la place vers la fin du récit également de Huntress. Autre différence du coup, puisque j'ai parlé de Killing Joke, c'est que tout un pan émotionnel de l'intrigue, notamment dans un face-à-face à un moment donné entre le Joker et Jim Gordon, c'est un événement à peu près central, on va être au milieu de l'histoire, et à ce moment-là, Batman va hésiter à tuer le Joker par rapport à tout ce qu'il a fait, notamment par rapport au personnage de Thomas Elliott, dont je vous parlerai un peu plus tard, qui est vraiment central dans ce récit, qui est Batman Hush. Et donc, le Joker, ici, va être quasiment tué par Batman et Batman va être arrêté par Jim Gordon. Et normalement, Jim Gordon l'arrête, il se retrouve face à face avec le Joker et il va un petit peu le Joker le chercher en faisant référence à The Killing Joke et à Barbara Gordon et à ce qu'il lui a fait subir à lui-même. Parce que Jim Gordon a subi des sévices pendant cet arc narratif de The Killing Joke. Là, ce n'est pas le cas. Donc la seule référence qu'on peut faire dans cette timeline-là, c'est la référence au Robin, au fait que le Joker s'en soit pris au Robin. C'est le seul écho qu'on aura et on perd énormément de dramaturgie à ce moment-là. C'est l'un des points négatifs du film par rapport au comics, c'est la perte de toute cette dramaturgie autour du Joker et de Jim Gordon. Autre différence, puisque nous sommes dans le New 52, il s'avère qu'à un moment donné, Lex Luthor, le personnage de Lex Luthor, rejoint la Justice League. Ça arrive après l'événement Forever Evil, dans la timeline New 52, qu'on n'a pas vu en animé, mais ils en font référence ici. Donc j'ai peut-être raté des épisodes ou des films d'animation où Lex Luthor serait déjà dans la Justice League. Toujours est-il que Lex Luthor est présent dans cette version animée de Batman Silence, alors que Lex Luthor n'est pas présent dans le comics original. On se rend à LexCorp, Batman va se rendre à LexCorp, mais il y croise Talia al Ghul, puisque dans le comics c'est Talia al Ghul qui dirige, qui travaille à LexCorp. Et ça donne toute une intrigue justement autour de Ra's al Ghul qui est totalement absente ici dans cette version animée. On nous présente très rapidement le personnage de Lady Shiva, qui fait partie de la Ligue des Assassins, et on nous parle des Puits de Lazare, qui ont un rôle dans cette histoire, justement par rapport au personnage de Silence. Seulement, normalement, on a un affrontement avec Ra's al Ghul un peu plus tard qui apparaît. On a toute une enquête qui va nous amener vers Ra's al Ghul. Et ici, c'est absent. Simplement, on présente vite fait Lady Shiva, les puits de Lazare et au revoir. Donc ça, c'est les deux grosses différences. Et la dernière, qui est importante, du moins, importante pas vraiment, c'est plutôt un caméo.
on a la présence de Damian Wayne. Et Damian Wayne, je le rappelle, n'existait pas à la création de Batman Silence. Donc il fait un petit caméo, il ne va pas rentrer dans l'intrigue, il apparaît, il parle à Batman par caméra interposée. C'est tout ce qui se passera. Ça, c'est le premier point de différence. C'est vraiment cette différence liée à la chronologie qui a été faite dans les films d'animation, qui n'est pas compatible avec un comics qui date maintenant d'il y a plusieurs dizaines d'années. Maintenant, on va passer aux différences de scénario, c'est-à-dire des choses qu'on aurait pu faire totalement, mais que l'équipe créative du film a décidé de modifier. Parfois en moins bien, parfois en mieux, on va voir un petit peu les différences. On va commencer par un premier axe, et vous allez pouvoir voir du coup des pages des comics qui vous montrent que c'est pas du tout la même chose. On a le personnage de Bane qui fait son apparition dans la version animée. Il faut savoir que Bane ici remplace le personnage de Killer Croc. À la base, dans le comics, c'est Batman qui va affronter Killer Croc au tout début de l'intrigue de Batman Silence, et il va y avoir toute une première partie liée à ce personnage de Killer Croc qui va être entre guillemets, qui va s'évader de prison, et Batman va essayer de le pourchasser pour avoir des preuves pour savoir qui est derrière cette affaire de Silence. Ici, c'est Bane qui prend la relève, il a le même rôle, à la seule différence que Bane n'est à aucun moment une menace quelconque pour Batman. Il se fait exploser dans leur premier affrontement dès le début du film, là où la particularité de Killer Croc dans le comics de Batman Silence, c'est que Killer Croc était bien plus fort que d'habitude, et il a vraiment fait du mal à Batman, qui voilà, s'en est pas sorti indemne, il a eu des blessures, et là Batman c'est voilà, une promenade de santé. Donc c'est un point négatif, je trouve qu'on a abaissé le fait que normalement l'ennemi initial de cette histoire est là pour un petit peu affaiblir Batman et Bruce Wayne, pour que petit à petit Bruce Wayne soit de plus en plus faible dans l'histoire. C'est ça Batman Silence à la base dans l'histoire de Jeff Lobb, c'est de petit à petit détruire ce personnage, détruire sa vie personnelle, détruire sa vie amoureuse et détruire sa vie en tant que super-héros. Donc ça c'est le premier point négatif du film, c'est l'absence de Killer Croc et le fait qu'on ait finalement mis un autre ennemi qui soit pas très challengeant pour le personnage de Batman. Ensuite, on a le personnage de Thomas Elliot. Thomas Elliot, c'est le personnage principal qui est introduit dans cette histoire, qui est un ami d'enfance de Bruce Wayne. Il a grandi avec, alors on le découvre avec des flashbacks justement dans le comics, avec justement ce style particulier dont je vous avais parlé de Jim Lee, qui dessine avec vraiment un style beaucoup plus proche de la peinture que du crayon, des stylos. Et ce personnage de Thomas Elliot, tout le long du comics, ça semble évident, et c'est ce qui m'a déçu, que c'est lui le vilain. On se dit, il arrive comme par hasard, il est comme par hasard capable de soigner Batman qui a des blessures, il sort de nulle part, et au milieu de tous les personnages qu'on connaît, il y a lui qu'on ne connaît pas, qui n'arrête pas d'être présent, qui est là dans cette histoire. C'était très simple de deviner que Silence était en réalité Thomas Elliot. Et le film va jouer là-dessus, puisque dès le début, on voit des frames dans l'animation où Thomas Elliot fait des regards machiavéliques, et du coup je me suis dit, bah voilà, au moins il joue à fond la carte de on sait déjà que c'est lui, et c'est parfait. Et c'est là où le film va se démarquer et va être meilleur que le comics, et encore meilleur en termes d'histoire, c'est que Thomas Elliot est innocent. En fin de compte, Thomas Elliot n'a rien à voir dans cette histoire, et c'est du génie, parce que tous ceux qui vont regarder le film Batman Silence, qui ne connaissent pas le comics, vont être surpris. Du coup, je pense qu'on ne s'attend pas à la fin de l'animé. Là où ceux qui ont lu le comics comme moi, puis se disent ouais, bah, c'est bon, on va regarder une version animée, on va voir ce que ça vaut, eh bien ils vont être agréablement surpris. Et moi je trouve que c'est la version qu'aurait dû être le récit de Jeff Lobb. Donc là pour le coup, le film d'animation a amélioré le récit et a créé une vraie fin qui se tient, une vraie enquête qui se tient avec des rebondissements. Et je suis agréablement surpris parce que c'est la première fois qu'un film d'animation qui modifie, parce qu'on a l'habitude que les films d'animation d'ici modifient l'histoire des comics, et généralement c'est moins bien, sauf qu'ici ils le font avec une plus-value, et ça c'est vraiment très bien. Donc ce personnage de Thomas Elliot, il va être assez vite expédié finalement, puisqu'il va mourir comme dans le comics, sauf que dans le comics c'est pas vraiment lui qui meurt, en fait il y a Gueule d'Argile, etc. Là où ici il meurt vraiment, il est innocent, et du coup étant donné qu'il est hors jeu, qui est Silence? Voilà, à la place du lecteur de comics, vous dites là j'ai un problème, c'est que là je vais vraiment devoir deviner, comme aurait dû être le comics finalement, qui est coupable, qui est ce nouvel ennemi de Batman. Et on en parlera un petit peu après. Au niveau des différences, on a également l'absence de Jason Todd. Jason Todd qui est le deuxième Robin, oui je dis pas de bêtises, le deuxième Robin, pardon. Jason Todd, normalement il apparaît, il réapparaît d'outre-tombe et il combat Batman, normalement.
Sauf qu'ici, encore une fois, Timeline New 52, pas de Jason Todd, pas de Red Hood encore possible. Donc du coup, on a enlevé Jason Todd pour garder finalement une scène qui se passe dans un cimetière avec la scène, avec le cimetière et la tombe de Jason Todd. Eh bien, elle se fera avec la tombe de Thomas Elliot, qui est véritablement mort. Donc, je trouve que c'est une manière habile de le faire. On garde après tout ce qui se passera dans ce cimetière, c'est-à-dire combat entre l'épouvantail, Scarecrow et Catwoman et Nightwing qui remplace Huntress, puisqu'à la base c'était Huntress qui avait justement affaire à l'épouvantail, qui devait faire face à ses peurs, et c'était bien plus sympa. Donc là on retombe sur un petit point négatif, c'est-à-dire que l'absence d'Huntress vraiment pour moi est un point négatif, mais c'est des petits détails par rapport à la plus-value qui est apportée par le changement global de l'intrigue et de sa finalité. Nous avons davantage de relations, je trouve, entre Batman et Catwoman dans l'animé que dans le comics. Pourtant, il y a beaucoup de pages qui se concentrent là-dessus, sur cette relation, sur cet amour naissant entre les deux personnages, mais je trouve qu'on met davantage l'accent, que ça semble beaucoup plus plausible dans l'animé. On voit qu'il y a du temps qui se passe, on voit qu'ils font des choses, etc. Ils vivent de bons moments, ils vont en voyage, ils dînent ensemble. Là où le comics c'était un petit peu rushé, je trouvais, on devait faire avec, croire que ça y est, ils étaient amoureux. Et je trouvais qu'il y avait tellement d'éléments que la relation qui était quand même au centre du récit et au centre du plan machiavélique de Silence, elle fonctionnait pas à 100%. Et du coup là je trouve que c'est un bon point. Et du coup on arrive vraiment au point crucial de cette narration qui va tout changer la lecture et qui fait que il faut lire Batman Silence, je vous l'ai déjà dit, mais il faut surtout regarder le film d'animation Batman Hush, et les deux sont compatibles, les deux cohabitent parfaitement puisqu'ils proposent deux choses différentes. D'un côté, vous avez le comics original, la trame, avec le dessin incroyable de Jim Lee, et une histoire perfectible de Jeff Loeb. De l'autre côté, vous aurez quelque chose avec une animation vraiment très correcte. Hein. Les films d'animation d'ici, personnellement, je les trouve corrects. Ils sont pas incroyables, ils vont pas vraiment vous laisser bouche bée. On n'est pas sur du Spider-Man, le film d'animation Spider-Man. Vraiment, on est sur quelque chose de correct qui peut passer éventuellement à la télévision, sur Nickelodeon, sur Toonami, etc. Donc, ça se tient. Par contre, en termes de récit, vous avez une amélioration, pour moi, du récit de Jeff Loeb, et ça, c'est incroyable. Et du coup, cette amélioration, elle passe par le personnage du Sphinx, le personnage de l'homme mystère, hein, selon comment vous l'appelez, The Riddler en version originale, qui, dans la fin du comics, il casse un petit peu le mythe. C'est-à-dire que le comics se termine, et il y a une révélation, tout à la fin, juste après l'histoire, avec le Sphinx qui arrive comme une cerise sur le gâteau, mais vraiment, on se dit, ouais, cette cerise, elle est pas bonne, hein, elle est pourrie. Et du coup, moi, quand j'ai lu ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Qu'est-ce qui nous a fait encore Jeff Loeb? Et ici, on nous prend un revers avec justement ce personnage du Sphinx qui va totalement prendre le devant de la scène. C'est lui le vilain, donc je vous ai dit, hein, j'ai tout spoilé ici. Le vilain, c'est lui. On nous explique pourquoi il a fait ça, pourquoi il devient ce personnage de Silence, pourquoi il a manipulé tout le monde, pourquoi il a tué le personnage de Thomas Elliot, et comment il a fait pour recruter Gueule d'Argile, qui va avoir un rôle différent, puisque Gueule d'Argile était censé imiter Jason Todd, qui n'était pas revenu à la vie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais c'était un Gueule d'Argile qui prenait la place de Jason Todd pour essayer de briser Batman, de le rendre un petit peu fou. Là où ici, Gueule d'Argile va prendre la place du Sphinx en prison. Et du coup, le Sphinx qui est censé être hors jeu, qui est censé être en dehors de l'histoire, c'est bon, on a réglé son problème, et bien il est encore là, et c'est lui qui se cache sous les bandeaux de Silence. Et ça, c'est vraiment très fou. Ce personnage qui veut se venger puisque Batman l'a humilié, lui a dit qu'il était indigne, que c'était l'un de ses plus mauvais ennemis, et du coup il a besoin de prouver au Dark Knight que non, il est capable d'être un méchant incroyable. Donc ça, c'est vraiment fou. Du coup ça m'a vraiment fait kiffer ce film d'animation qui est vraiment très bon. Pour terminer, deux petites absences. Alors l'une qui me semble logique et qui est pas très grave puisque dans le comics on en parle, c'est vraiment une référence pour les connaisseurs de l'univers Batman, c'est le personnage d'Harold. Harold, c'est un mécanicien qui travaillait dans Batcave. En fait, c'est une des rares personnes qui connaît l'identité de Batman, hormis Alfred, Nightwing, etc. Et il est une pièce qui va expliquer comment l'ennemi de Batman, qui est Silence, connaît son identité secrète, puisque l'ennemi de Batman sait que c'est Bruce Wayne. Et du coup, on a ce personnage d'Harold qui est déterminant, mais dont on a réussi à se passer, puisqu'on a changé toute l'intrigue, finalement, donc ça passe. L'autre absence qui est un peu plus regrettable, par contre, c'est l'absence d'Harvey Dent, de Double Face, qui, dans le comics original, a vraiment un arc de rédemption. C'est-à-dire que lui aussi, il est caché sous les traits à la base de Silence. Il s'est fait de la chirurgie faciale, une reconstruction faciale, et il veut se repenter de ses péchés, et il y a tout un arc de rédemption, comme je le disais,
qui est très intéressant et qui est une grosse surprise dans le comics. Ici, Harvey Dent est totalement absent. Donc c'est vraiment peut-être le plus gros point avec le coup de Bane dans ce comics et l'absence aussi de Ra's al Ghul. Vraiment, il y a 3 points négatifs. C'est l'absence de 3 personnages qui avaient vraiment des arcs assez sympathiques. Alors Ra's al Ghul un peu moins, c'était vraiment pour l'affrontement épique avec Batman à un moment donné dans l'histoire, vraiment dans les 3 quarts de l'histoire. Mais vraiment par contre, Harvey Dent en premier, un peu décevant, et Bane en 2, qui sont vraiment des grosses déceptions. Par contre, plus-value sur la relation Batman-Catwoman, plus-value sur l'intrigue générale, vraiment c'est un film de qualité. Donc voilà, je voulais mettre en comparaison ces 2 films parce que c'est intéressant quand on parle d'adaptation. L'adaptation, c'est pas simplement pour moi, personnellement, de prendre le récit mot pour mot et de le mettre en version film, version animée, comme vous voulez. C'est vraiment apporter quelque chose, apporter sa touche personnelle. Je trouve qu'ils ont bien réussi. Alors l'intégration dans la timeline New 52 apporte des problèmes selon moi. Il aurait mieux fallu peut-être faire du principe qu'on avait M13, qu'on avait Oracle, point barre, mais pourquoi pas, c'est pas si gênant que ça. Je chipote parce que j'ai lu le comics et parce que voilà, je connais l'univers de Batman, mais vraiment quelqu'un qui connaît pas, allez-y, foncez sur ce film d'animation si vous n'avez pas les moyens de vous acheter le comics, si vous n'avez pas envie de lire le comics, vous pouvez y aller, c'est vraiment un très 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 bon film d'animation, franchement, à part Batman Year One, je pense pas avoir vu, et Wonder Woman, le tout premier, je pense pas avoir vu depuis longtemps un aussi bon film d'animation chez DC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.